Merci encore une fois à tous les internautes qui nous font l'honneur de suivre ces conversations du CRIF qui sont toujours un réel plaisir. Ce soir, nous recevons Nathalie Zajde. D'abord, on va remettre l'invitation de Nathalie Zajde dans le contexte actuel. Nous allons célébrer cette semaine le 79e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et donc, nous avons proposé à Nathalie Zajde, qui est une très grande spécialiste des traumas liés à la Shoah et aux survivants de la Shoah et à leurs enfants de bien vouloir s'entretenir avec nous. Merci beaucoup Nathalie Zajde pour d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter, si ce n'est pas assez étayé, vous pourrez bien sûr compléter. Alors, vous êtes auteur et maître de conférences en psychologie à l'Université de Paris 8. Vous êtes spécialiste des traumatismes psychiques et spécialisé en ethnopsychiatrie. Et vous avez particulièrement travaillé, je le disais, sur le traumatisme de la Shoah et est notamment l'auteur de 2 livres très importants, Guérir de la Shoah, Enfants de survivants, et Les enfants cachés en France, publiés aux éditions Odile Jacob. Est-ce correct? Oui, c'est correct. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous remercie beaucoup de cette invitation qui m'honore. Bien. Alors, la première question que je vais vous poser pour bien rentrer dans le cadre de notre conversation va donc concerner le mot trauma. Et si vous le voulez bien, Nathalie, je vais reprendre depuis l'un de vos ouvrages, donc Guérir de la Shoah, la définition que vous donnez du traumatisme. Et ensuite, on va arriver au traumatisme lié à la Shoah. Donc je vous cite dans votre livre, page 228. On entend habituellement par traumatisme un événement de nature insensée qui plonge le sujet dans le doute quant à la réalité du monde, qui le fige à un instant donné de sa vie et qui réduit le champ de ses intérêts, annihilant ses capacités créatrices et intellectuelles. Il est survenu un événement terrifiant et inconcevable tel un attentat, un viol, un enlèvement, une catastrophe naturelle, un accident mortel, etc., qui a menacé la vie de la personne et l'a plongée dans l'incapacité de comprendre. Le sujet traumatisé a souvent l'impression que sa vie va s'arrêter et qu'il ne survivra pas. Alors, j'aimerais, si vous voulez, qu'on s'arrête un petit peu sur cette définition du terme trauma en psychologie et probablement aussi en psychiatrie. Et si vous le voulez bien, Nathalie, pouvez-vous nous donner la spécificité du trauma qui est lié à la Shoah? Alors, moi, j'aimerais rajouter un élément que je rajouterai aujourd'hui. Si je devais réécrire le livre, je rajouterais un autre élément qui me semble être plus précis et qui va nous faire comprendre exactement de quoi souffrent les survivants. C'est que dans le traumatisme, il y a un phénomène de capture, en fait. C'est-à-dire que la personne vivait jusque-là comme elle vivait, avec son monde, avec ses habitudes, avec son entourage, sa famille, ses enfants, etc., ou ses parents, enfin bref, ses collègues. Et à partir du moment où elle a vécu un traumatisme, ou un événement au cours duquel elle a côtoyé la mort, parce que c'est ça qui caractérise le traumatisme psychique, c'est le fait d'avoir d'avoir failli mourir, d'avoir pensé qu'on allait mourir, ou d'avoir été témoin de la mort de proches, ou d'avoir encore été en contact avec des corps et des cadavres. Eh bien, à partir de ce moment-là, la personne, comment dire, l'âme de la personne, c'est ça qu'on peut dire, son être profond est comme capturé, c'est un captif. Il n'appartient plus au monde actuel, au monde visible, il est retenu ailleurs. J'ai envie de dire qu'en ce qui concerne le traumatisme de la Shoah, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a beaucoup vu des survivants qui étaient revenus des camps et on a fréquenté le monde normal, on va dire, a fréquenté les survivants qui ne sont pas restés, qui ne sont pas devenus fous, qui ont mené après la libération des camps une existence apparemment normale, comme tout le monde. Beaucoup se sont mariés, ont eu des enfants, ont travaillé, ont repris vie dans la société normale. Or, plus ils avancent en âge, quand on fait des entretiens avec eux, quand on va au fond des choses, ils disent toujours, à un moment donné, le fond de mon être est resté
à Auschwitz ou à Bergen-Belsen ou dans tel camp. La vérité de mon être est restée là-bas, a été comme figée, comme capturée avec les morts, avec les tortionnaires, en fond. Et ce que je montre de moi, c'est moi. Mais au fond, comment dire, l'authenticité de mon être, jusque-là, j'étais comme tout le monde, ou comme mes frères et sœurs, et comme mes parents, etc. Mais à partir du moment où j'ai vécu un traumatisme psychique, j'ai failli mourir, je suis mort plusieurs fois, disent-ils. Eh bien, mon être profond est resté capturé. Enfin, ils ne disent pas capturé, mais moi, je vous propose la notion de capture. Donc, ce dont souffre un traumatisé, et un traumatisé de la Shoah, c'est le fait d'avoir été capturé. Mais par quoi et par qui, c'est cela que nous devons comprendre, nous les thérapeutes, nous les spécialistes, c'est-à-dire que pour soigner un être survivant de la Shoah, quelqu'un qui chaque nuit retourne en camp, se retrouve en face de ses tortionnaires et avec les morts, avec les parents en train de mourir, eh bien pour le soigner, au fond, si on reprend la notion de capture ou de kidnapping, comme quelqu'un qui est kidnappé, eh bien nous, notre boulot de thérapeute, ça va être, au fond, d'aller identifier l'agresseur, de savoir qui il est, qui sont les gens qui retiennent ton âme, ton être, qui font que chaque nuit tu retournes en camp. Qui sont-ils? Quelle est leur ambition? Que voulaient-ils? Donc, pour la Shoah, qui sont-ils? Ce sont les nazis. Que voulaient-ils? L'annulation de l'existence juive, l'annihilation du peuple juif, le fait qu'ils voulaient quoi? Qu'il n'y ait plus de judaïté, qu'il n'y ait plus d'identité juive. Et évidemment, alors après, les thérapeutes doivent trouver les moyens, comme un peu les négociateurs dans les situations de kidnapping où la vie est en jeu, mais il faut trouver un moyen de récupérer, d'aller rechercher l'âme du survivant qui est resté coincé là-bas et de le ramener dans le monde vivant, dans le monde de la judaïté. Peut-être, je vais traduire concrètement en quoi ça consiste. Les survivants sont, leur être a été défini, redéfini par l'agresseur en tant que victime. Être juif à Auschwitz, c'est être une victime potentiellement qui va mourir très vite. Jusque-là, j'étais un juif ou une juive, voilà, ashkénaze, polonais, roumain, grec, etc., avec ma vie. Mais à partir du moment où je suis attrapée, capturée par les nazis, je suis juive qu'en tant que victime qui va mourir très vite. Donc, la thérapie, la logique de la thérapie, ça aurait été, si elle avait eu lieu, parce qu'elle a rarement eu lieu en fait, ça aurait été de sortir l'être de cette définition de victime juive telle qu'elle est définie par le nazi, par l'agresseur, et de ramener cet être dans un monde juif où la personne est redéfinie par son identité juive, par son collectif, par sa filiation, par en fait l'extirper du monde des agresseurs pour la remettre dans le monde de la judaïté, du bonheur d'être juif. Est-ce que, je rebondis là sur ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que ce que vous voulez essayer de nous faire comprendre, c'est que une des clés de cette thérapie serait finalement de raccorder l'individu juif qui a été détruit en tant qu'individu, qui n'était plus que du shtuk en fait pour les nazis, au groupe juif, raccorder au groupe? Oui, absolument. C'est-à-dire, on va chercher dans le collectif juif, et plus précisément, alors là, c'est ce que nous, on fait avec les secondes et troisième générations, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de façon précise, c'est-à-dire, il n'y a pas de juifs en soi, il n'y a pas de juifs tout court, il y a les juifs racides de tel village, de telle lignée, il y a les juifs grecs de Salonique, il y a, enfin, et donc on va aller au fond, pour aller, libérer une âme juive de l'enfer nazi, pour la libérer de cet enfer, il faut, la logique voudrait qu'on aille récupérer les forces juives et les forces vives de son monde, c'est-à-dire les nazis ont fait des juifs des êtres systématiques, universaux, sans spécificité, sans singularité, sans famille, etc. C'est devenu, comme vous dites, des ch'touks, des morceaux, c'est devenu des riens. Donc, la thérapie, en quelque sorte, devrait consister, la logique de la thérapie, c'est de dire,
on fait le contraire de ce que… on va récupérer l'âme en la réintroduisant dans une filiation. Alors, telle famille de Salonique, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, qu'est-ce qu'ils avaient comme pratique juive spécifique. Bon, alors, il est vrai qu'au lendemain de la Shoah, on est en situation, pour ce qui est de soigner les traumatisés, on a un double problème. Enfin, je vais dire, on a des personnes, on a plus de morts que de vivants à une génération. On a beaucoup plus de gens qui sont morts que de vivants. Donc ça, c'est un vrai problème. Parce que d'habitude, les vivants s'occupent des morts. On a peu de morts et beaucoup de vivants et à une génération G. Hein. Là, c'est le contraire. Et puis, ces communautés, ces collectifs juifs spécifiques, ces lignées juives qui sont présentes dans la vie, dans la thérapie, dans l'amour, voilà, la vie sociale, ont aussi disparu. C'est-à-dire qu'au fond, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, de ce que j'ai vu, de mon expérience, parce que j'ai pas… Bon, moi, avec l'équipe d'ethnopsychiatrie, depuis 30 ans, on a peut-être vu de façon approfondie au moins 2000 personnes, hein, de façon très approfondie. Mais de ce que nous avons vu des sujets, des personnes que nous rencontrons, que nous recevons, qui sont pratiquement toutes des personnes qui, en fait, sont restées en France ou sont venues émigrer en France, malheureusement, comment dire, le fait de retrouver un collectif n'a pas fonctionné. C'est-à-dire il n'y avait plus de collectif, juifs polonais, il n'y avait plus de familles pour récupérer des membres de ces familles, les rares survivants de ces familles. Et donc, effectivement, comment dire, reprendre pied, sortir de la définition du nazi que fait le nazi du juif et aller chercher une âme et la remettre dans un collectif juif, c'est une affaire très compliquée au lendemain de la Shoah, en tout cas en France. Ce n'est pas le cas en Israël. Ouais, j'ai lu ça dans une de vos interviews, j'ai entendu ça, pardon. Nathalie, si vous voulez bien, si je peux me permettre de sortir d'Auschwitz, et puis on va pas y aller du tout. On va aborder la question des enfants cachés, qui est aussi une question que vous avez largement explorée. Alors, d'abord, je voudrais qu'on regarde un petit peu toutes les deux ces enfants cachés. Avant tout, ce sont des enfants qui ont été placés. Ce mot de caché est intéressant parce que j'aimerais que vous nous expliquiez, et vous le faites parfaitement, qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qui est caché? Et d'ailleurs, au sujet des enfants cachés, vous avez employé une expression qui est tout à fait passionnante. Vous avez parlé de projet d'existence gelé. Alors, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces enfants placés qui, en fait, sont cachés? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on a gelé en eux? Alors, très, très rapidement, mais c'est important de parler des enfants cachés, d'autant que dans 3 jours, nous allons commémorer la rafle du Veldiv, qui est donc le 16 juillet 1942. C'est le début de l'arrestation des enfants. Ça a été le début comment dire, c'est le début du génocide pour les enfants. Hein. Et c'est la fin, ça marque la fin de la vie normale, la vie de famille, enfin, ça marque une coupure fondamentale, ce fameux 16 juillet 1942. Alors, gelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les enfants. Les enfants juifs en France sont majoritairement, on a à peu près 60 000 enfants juifs en 1939 en France. La grande majorité, ce sont des enfants d'émigrés. Alors, soit ce sont des immigrés eux-mêmes, ils sont arrivés tout petits, soit ils sont nés de parents émigrés. Hein, c'est la grande majorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un enfant vient au monde, de quoi s'agit-il? Enfin, rapidement, les parents ont des enfants, c'est pas pour que ça devienne des étrangers à leur propre famille. On fait des enfants en général. On fait des enfants, à l'époque, les enfants venaient tout seuls. Hein, je veux dire, on ne choisissait pas de faire des enfants, mais les enfants arrivaient, enfin, on contrôlait plus ou moins les naissances. Et l'idée, c'est, ben voilà, c'est les enfants juifs. Là, ce sont des enfants juifs. C'est le cas dans toutes les familles, mais là, ce sont des enfants juifs. Donc, on leur donne des noms, quand c'est des Ashkénazes, du grand-père ou de la grand-mère décédés. On espère qu'ils vont hériter, ils vont être la suite, et eux-mêmes auront des enfants, etc. Il y a tout un projet d'existence à chaque naissance, en fait, hein, dans toutes les cultures. Donc, ils commencent à être les enfants, enfin, ils commencent à grandir comme des enfants juifs de leur famille, souvent avec une espèce de double culture, la culture de la maison,
juives grecques, juives roumaines, juives polonaises, beaucoup, hein, c'est la majorité des immigrés en France à l'époque. Et puis, ils vont à l'école, pour ceux qui commencent à aller à l'école, et ils deviennent des petits enfants scolaires, bon, en général très bons à l'école, hein, parce qu'il y a une tradition livresque dans les familles juives, c'est pas une grosse affaire de savoir lire et écrire, ça fait même partie de la culture. Tout ce projet de faire grandir des enfants en France, à la fois juifs, à la fois voilà, adaptés complètement français, s'interrompt radicalement au moment, justement, avant la rafle du Veldiv pour beaucoup d'enfants qui ont été placés heureusement avant, et qu'on va cacher. Alors, ce que j'ai appelé enfants cachés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la plupart des enfants n'ont pas été cachés physiquement. Il y a eu des bébés, il y a eu des enfants qu'on a mis dans des caves, qu'on a mis dans des greniers, qui sont restés vraiment cachés physiquement. Mais la plupart des enfants, ceux qu'on appelle des enfants cachés, sont des enfants qui vivent au grand jour, mais dont l'identité doit être cachée. Et au fond, on leur fait une injonction, que j'ai appelée une injonction paradoxale faite aux enfants cachés, qui est, si tu veux survivre, ne sois plus qui tu es. C'est-à-dire, si tu veux survivre biologiquement, renonce à ton identité juive. La plupart des enfants cachés, les enfants cachés pendant la Shoah, ne peuvent pas être juifs. Ils n'ont pas le droit d'être juifs. Alors, certains le sont de façon secrète, conservent cette identité secrètement, c'est très rare. La plupart, ils sont petits, ils sont juifs parce qu'ils sont nés juifs, mais ils ne sont pas encore juifs, ils ne savent pas ce que c'est que d'être juif. Ils sont en train d'apprendre, c'est des périodes d'acquisition, de développement de la personnalité, de développement des savoirs. Ils sont en train d'apprendre à être qui ils sont, et on leur dit, non, là, on s'arrête, parce qu'il y a une menace de mort. On ne leur explique pas, hein, mais ils comprennent très bien. Ils comprennent très vite. La plupart des enfants cachés qu'on a rencontrés dans le cadre du travail du Centre Georges Devreux depuis 30 ans, on les suit, on suit leurs enfants, on fait des groupes de parole, on fait des entretiens très très longs, on a enregistré, on a des milliers d'heures d'enregistrement. Ils nous disent tous, j'ai compris très vite, j'ai compris vu l'ambiance. C'est-à-dire, il y a une ambiance de terreur, il y a une ambiance de panique, et le gosse, il comprend immédiatement, il n'y a pas besoin de lui expliquer, il développe une intelligence de la situation qui est assez extraordinaire. Hein. C'est une leçon pour les psychologues des enfants, parce que là, vraiment, la plupart d'entre eux comprennent très bien, et ils gèlent leur identité. Donc, en fait, ils ont caché leur vrai être, et pendant quelques années, et des années importantes du développement, et c'est là où on a ensuite, finalement, des questions sur l'après, c'est que pendant ces années de développement et d'acquisition de l'identité et des savoirs, ils ont renoncé à être juifs, on leur a imposé ce renoncement, et ils sont devenus des petits Français, catholiques, protestants, qui vont à l'église. Certains ont adoré l'église. L'église était un endroit très particulier en 42, 43, 44. L'église est un endroit de paix, de sérénité. Au sein de l'église, avec les musiques, les chants, les prières catholiques, l'encens, ils se souviennent de ces... Ils ont un souvenir des moments de terreur. Pour ceux qui ont vécu la rafle du Veldiv, c'est resté là, vivant. Et ensuite, ils sentent que dans les églises, ils se souviennent qu'à l'intérieur des églises, c'était serein. Au point que certains deviennent tellement des petits Français catholiques à l'époque, la France est chrétienne, hein, à l'époque très chrétienne, très catholique. Il y en a un certain nombre qui ont été des enfants de cœur, qui voulaient devenir prêtres, qui voulaient devenir chrétiens. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais cacher, c'était cacher l'identité au point qu'elle disparaisse même. Hein. Oui, c'était exactement là-dessus que je voulais vous faire venir. Je vais vous poser une autre question. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit à propos, d'ailleurs, ça va me permettre de synthétiser deux questions. À propos de certains ont voulu devenir prêtres. Je ne sais pas si on a un tout petit peu de temps, Nathalie, pour que vous puissiez raconter à nos auditeurs l'histoire juste extraordinaire de Saul Friedlander. Alors, Saul Friedlander est donc cet historien célèbre israélien, professeur qui est ensuite devenu longtemps, qui a été professeur en Californie, qui est un des grands historiens en fait, de l'histoire du Vatican, du christianisme pendant la Shoah et des nazis, hein, évidemment, du nazisme. Et Shaul Friedlander est né Pavel Friedlander
en Tchécoslovaquie, à Prague, dans une famille de bourgeoise, père avocat, une famille juive bourgeoise, très bien intégrée, mais très juive bourgeoise, quoi. Et puis, les parents comprennent, il est fils unique, il est très aimé de ses parents, et les parents comprennent la situation avec les Sudètes, fuient la Tchécoslovaquie, comprennent que Hitler est en train de commencer une guerre terrible, fuit la Tchécoslovaquie et arrive en France. Et ce sont donc, il va y avoir une dégradation, un déclassement catastrophique de ces gens qui deviennent des clandestins, qui au moment évidemment de la guerre vont essayer de se cacher et vont cacher leur fils, vont comprendre que leur fils est menacé autant qu'eux, et eux vont essayer de passer en Suisse et vont mettre leur fils dans un pensionnat catholique avec un courrier. Le père fait des courriers pour que leur enfant soit sauvé par les catholiques pendant qu'eux pensaient pouvoir partir en Suisse. Ils font une lettre, le père fait une lettre en disant « Je vous confie mon enfant, baptisez-le, convertissez-le pour survivre. Hein. Et je vous promets qu'au lendemain de la guerre, une fois que tout ça sera fini, il restera chrétien, etc. » Bon, l'enfant est très attaché à ses parents, vit très très mal les placements, il n'a jamais été séparé d'eux, il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, enfin il vit des troubles, il vit une tristesse, comment dire, il est accablé, c'est un accablement psychique terrible. Il se retrouve dans le milieu, dans ce pensionnat, il essaye de s'enfuir pour rejoindre ses parents tellement il souffre, et puis finalement il peut pas, enfin bref, et donc il tombe malade. Ça fait partie aussi des événements traumatiques et de vie de ces enfants. Il tombe terriblement malade au point qu'on pense qu'il va mourir. Et il y a une sœur, il y a une femme religieuse qui reste à côté de lui. Et il est en sueur, enfin plus qu'en sueur, il est dans un état de fièvre, elle prie à côté de lui, je ne sais pas, elle reste à côté de lui, et au bout de, je ne sais plus, 2-3 jours, il sort peut-être d'une semaine, il se réveille de cet état de grande maladie, quoi, de grande fièvre, et là, il a changé. Il a changé, il n'est plus en souffrance psychique, il devient catholique. Il est un élève extrêmement brillant, il se destine à la prêtrise, il veut devenir jésuite, il est chez les jésuites, il veut devenir prêtre, et il se destine à la prêtrise, et c'est fini, et il fête la Pâque chrétienne, la Passion du Christ en 1944, il sait qu'il est juif, et ça lui pose un énorme problème, parce que les Juifs ont tué le Christ. Enfin, il devient ce qu'il appelle, lui, Shaul Friedlander, un renégat. On comprend que c'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une condition pour survivre, c'est une condition pour oublier les parents. Il sait qu'il a des parents, mais bon. Et au lendemain de la guerre, Shaul Friedlander est retrouvé par tout le réseau qui s'est attaché à retrouver les enfants qui avaient été placés et cachés. Et il y a une famille juive d'adoption, en fait, des juifs polonais, une famille assez simple qui s'occupe de lui, il devient la famille tutrice de cet enfant. Mais lui, il veut, il veut être jésuite, quoi, il est brillantissime. Et un prêtre, les personnes n'arrivent pas, la personne qui vient le chercher, une femme juive, n'ose pas lui dire que ses parents sont morts. Enfin, il y a une gêne, quoi, parce que cet enfant a changé d'identité. Et puis, il est arrivé un grand malheur. Donc, et il y a un prêtre, il raconte que c'est un prêtre qui, à un moment donné, voit qu'il est en train de s'installer dans la prêtrise, il a 13 ans, 14 ans, il vient le voir et il lui dit « Écoute, là, il faut que je te parle. » Et il lui dit « Voilà ce qui est arrivé à tes parents. » Et avec une idée que tu ne peux pas trahir, enfin, tu ne peux pas rester… Bon, voilà, on t'a sauvé comme ça, mais il faut que tu redeviennes juif, en quelque sorte. C'est un prêtre particulièrement intelligent. Et donc, Shaul Friedlander, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à Paris, il a compris, il rechange. Ça, c'est aussi un problème. Enfin, c'est aussi une question, quoi. C'est que les enfants cachés changent 2 fois. Une première fois, on leur dit, t'es plus juif, il faut que tu sois chrétien. Et puis une deuxième fois, on leur dit, bon, mais maintenant, allez, ça, c'est fini, on remet tout normal. C'est une situation, enfin, ils ont vécu vraiment des mouvements incroyables. Donc, Shaul Friedlander monte à Paris, se destine, c'est un brillant élève, normalement, il devrait faire normal sup, etc. Et le jour où il doit passer le bac, il n'y va pas. Il descend dans le sud de la France, il va à Port-de-Bouc et il prend l'Altalena, le fameux bateau.
qui part en Palestine. C'est une aventure absolument incroyable. C'est-à-dire, il décide, lui, c'est un garçon d'une intelligence hors du commun, en tout cas psychologiquement et intellectuellement aussi. Mais en fait, il fait un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il fait son autothérapie. Il comprend que se sortir de toute cette affaire, c'est de retrouver une identité juive positive. Et là, l'identité juive positive, il va combattre pour la naissance de l'État d'Israël. Il se raccorde. J'aime beaucoup l'histoire de Solfrid Lander parce que, somme toute, il est rescapé 2 fois. Hein, rescapé de la Shoah et rescapé aussi de l'Altalena parce que Oui. nos auditeurs. Ah non, mais en plus, il faut lire. Il y a un livre à lire. Arrivé au bateau l'Altalena quand il va aborder les côtes. Stéphanie, vous avez raison en plus. Mais il y a un des premiers livres écrits par un enfant caché, c'est Quand vient le souvenir. En plus, il parle 50 langues, enfin, il est incroyable. C'est un livre extraordinaire sur justement toute sa trajectoire, et c'est à la fois un livre d'historien et de témoin, c'est fantastique. C'est fantastique. Son livre aussi sur le rôle de Pie XII pendant la Shoah prend tout son intérêt quand on sait maintenant qu'il a été presque prêtre. On va faire vite. C'est l'intérieur, hein, il connaît les choses de l'intérieur. Hein. Exactement, exactement. Oui, c'est un vrai espion. Nathalie, on va faire vite parce que le temps court, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même. Il me reste encore 2 questions à vous poser, une à laquelle je tiens particulièrement et l'autre qui va nous emmener un petit peu plus sur l'actualité. Alors, lors d'une de vos conférences intitulée « Comment être juif après la Shoah », vous dites « Le trauma de la Shoah se transmettra tant qu'il n'y aura pas de réponse pérenne à l'existence du peuple juif ». Je vais essayer de vous aiguiller vers la réponse. Voilà, je voudrais savoir ce que cela signifie que le trauma atteint l'ensemble du peuple juif dans sa totalité, donnant finalement, si vous voulez, presque quasi-victoire aux nazis dont l'objectif initial était d'anéantir les juifs du monde entier et pas que du Yiddishkeit ou pas que de Grèce ou pas que des Balkans ou pas que des pays baltes. Donc voilà ma question, Nathalie, c'est ça. Est-ce que le trauma de la Shoah concerne le peuple juif tout entier? Alors, bon, il faudrait encore qu'on revienne sur la notion de traumatisme, parce qu'au fond, ça n'a pas de sens, excusez-moi, même si moi je l'ai utilisé, hein, mais vraiment, cliniquement, ça n'a pas de sens de parler de trauma du peuple juif, parce que le traumatisme psychologique, c'est un état, c'est un événement de vie qui a des incidences sur le fonctionnement psychique d'un individu. Et c'est un événement de vie. Donc, on ne peut pas être traumatisé, par exemple, la transmission du traumatisme est en fait une contradiction dans les termes. C'est-à-dire que si on est traumatisé parce qu'on a vécu un événement, comme je disais tout à l'heure, où on a failli mourir. Bon. Il faut le vivre, en fait. Donc, il faut le vivre. Donc, on ne peut pas transmettre ça. Et alors, ce qui se transmet, peut-être pour rejoindre votre question, au fond, parce qu'on ne parle pas de transmission du traumatisme chez une femme qui a été violée sur ses enfants. C'est-à-dire, on ne dit pas, quand on reçoit une femme qui a été violée, une famille, on ne dit pas, ah, ben, il y a une transmission du traumatisme. Elle a été violée, ou quelqu'un qui a eu un accident de voiture, on ne dit pas, on ne se pose pas ce type de questions. On se pose ce type de questions pour des peuples, dans le cadre de génocide. Pourquoi? Parce que c'est l'identité juive qui se transmet. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que l'identité juive est cassée, est défaite et moribonde à la suite de la Shoah? Je ne crois pas du tout. Je veux dire, l'identité juive n'est pas moribonde après la Shoah. La Shoah est une énigme. C'est une grosse question. C'est une énigme pour chaque individu qui l'a vécu parce que chacun se demande pourquoi une telle affaire aussi monstrueuse. Et aussi, comment se fait-il, pourquoi je suis resté vivant, enfin, pour quelle vie, pour quelle existence? Il y a bien une raison qui a fait que, enfin, je ne vis pas pour rien. Et donc, c'est une énigme, et en même temps, c'est un, comment dire, rester vivant et dire que tout le monde est mort autour de soi, dans la Shoah, c'est aussi, en général, c'est ça, mais là, on se dit, bon, ben, c'est pour faire quelque chose de ma vie. Et Shaul Friedlander, lui, il a une intuition. Il dit c'est pour aller en Israël, pour combattre. D'autres qui disent c'est pour que la lignée des Steinberg, des Age, des Rosenberg, bref, que la lignée continue. Par exemple, on a un célèbre exemple, celui du grand rabbin Lowe, qui est mandaté pour survivre, pour la lignée. Donc, la Shoah est une énigme
pour chaque individu qui survit en disant mais pourquoi suis-je encore là? Pour quelle existence? Il faut que ma vie réponde à cette question. Et puis c'est une énigme pour le peuple ça vient d'arriver à l'échelle du peuple, de l'histoire du peuple juif, ça vient d'arriver. Donc on est encore en train de chercher, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Maintenant, ça n'a pas, en fait, la question n'anéantit pas le peuple. Au contraire, j'ai envie de dire, comment dire, c'est une espèce d'impulsion à plus d'intelligence, à réviser nos façons d'être, à se dire, mais bon, on a encore réchappé, mais ce n'est pas la première fois. Mais voilà, au XXe siècle, nous, il nous est arrivé ça, on y a réchappé, comment, pourquoi faire. En fait, la Shoah est une impulsion à la réflexion, et on commence la réflexion. Et je pense que voilà, et peut-être que notre entretien d'aujourd'hui, les discussions, les questions des auditeurs, nos patients depuis 30 ans que nous suivons, nous animent et viennent nourrir notre questionnement. Alors, une toute dernière question, Nathalie, parce que je voudrais vraiment avoir votre avis de psychologue là-dessus. L'actualité nous montre des choses assez stupéfiantes en vérité, comme l'appropriation de l'étoile jaune en signe de contestation. Et de contestation de quoi? De contestation de propositions politiques. Alors, on l'a vu avec le passeport vaccinal, on a pu le voir bien avant ça dans certains groupes de manifestants, parmi les Gilets jaunes, pas tous évidemment, mais certains l'ont fait. Votre avis de psychologue sur l'appropriation de ce signe, cette étoile jaune, tout en vidant ce symbole de sa substance première, c'est-à-dire le signe juif qui est accolé à cette étoile. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu là-dessus rapidement? Alors, vous me posez une drôle de question. Je vais dire que moi, je ne suis pas une spécialiste ni des Gilets jaunes, ni des personnes qui ne veulent pas être vaccinées, ni des mouvements, de ce type de mouvements politiques. Tout ce que je vois, c'est que ce qui est repris, c'est la notion de victime. Ouais, c'est ça. Là, encore, et donc, au fond, ça, comment dire, c'est ce contre quoi nous luttons quand nous prenons en charge des survivants et des descendants de survivants de la Shoah, c'est-à-dire de les sortir de la définition de victime qu'ont voulu les nazis pour en faire des personnes, au contraire, qui sont heureuses et comment dire, fières, non, mais enfin, qui ont un judaïsme intéressant, intelligent et vivant. Donc, en fait, bon, c'est un signe de stigmatisation, en quelque sorte. C'est-à-dire que des gens qui prennent l'étoile juive pour dire, voilà, on n'est pas d'accord et on est traité comme un peuple, c'est aussi, comment dire, je pense que c'est des tentatives de création de collectifs, mais sur le mode de la victimisation. C'est-à-dire que c'est des tentatives de création de collectifs politiques avec l'idée qu'on va créer un collectif et une force collective sur le mode de la victimisation qui, en fait, fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être pérenne, mais aujourd'hui, on remarque, comment dire, peut-être parce qu'on manque de contenu, certains groupes se constituent à partir d'une discrimination négative. Donc, c'est le début, on dirait que c'est le début de constitution de collectifs. C'est ce que les nazis ont essayé de faire avec les juifs. Je pense que c'est malheureusement, enfin, c'est ce qui marque le traumatisme et la pathologie dans certaines familles juives. C'est le fait justement d'être resté fixé à une définition négative de l'identité, de victime, quoi. Et je crois que, enfin, en ce qui concerne les juifs, on a les juifs comme peuple millénaire, comme culture complexe, comme espace de ressources intellectuelles et pratiques. Voilà, on a énormément de moyens de se redéfinir de façon positive et non de façon victimaire. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup Nathalie. Je crois qu'il est largement temps maintenant de laisser la parole à Marie-Sarah et Robert Egenès, auprès de qui je m'excuse parce que j'ai largement dépassé mon temps de parole. C'est à vous deux pour les questions des auditeurs. Nathalie Zajt. Bonsoir Nathalie, merci Stéphanie. Beaucoup de témoignages d'ailleurs tout à fait touchants sur ce que vous venez de dire Nathalie. Une question, et je résume en cela plusieurs questions. On est 79 ans
après la rafle du Veldi, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et on va célébrer donc cette semaine, dimanche, la journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Donc je résume deux questions à la fois. D'abord, est-ce que vous avez parlé du trauma de ceux qui ont vécu, qu'ils soient enfants cachés ou survivants de la Shoah? Existe-t-il une transmission traumatique? J'entends ce que vous avez dit, non pas en termes de peuple, mais en termes de famille. Est-ce qu'il peut y exister, 79 ans après, une transmission du trauma aux enfants, petits-enfants, etc. Et quelle est la situation des enfants et petits-enfants de Juste en termes d'anti-trauma, si je peux dire? Alors, bonjour Robert, merci pour ces questions. Alors, pour la première question sur la question de la transmission du traumatisme, on a commencé quand même à l'aborder avec Stéphanie, c'est-à-dire qu'on a un problème logique. Le traumatisme ne se transmet pas, puisque c'est une expérience dramatique où on côtoie la mort, où on se voit mort, mais ne se transmet pas. En revanche, c'est vrai qu'on constate chez les enfants de survivants, chez les petits enfants de survivants aujourd'hui, chez certains, hein, pas tous bien évidemment, en tout cas ceux que nous on voit, nous on reçoit des patients donc, ou des gens qui sont en souffrance en tout cas, on perçoit alors que certains enfants de survivants font des cauchemars comme leurs parents, on va dire, ou alors sont pris par des crises d'angoisse, ou alors sont pris par des moments de grande dépression. C'est nos patients, hein, je parle des patients, parce que la plupart des gens ne sont pas comme ça. Nous, on voit des gens, on voit peu de gens par rapport à la population générale. Et là, on se dit, tiens, et si cette souffrance avait un rapport avec le fait que les parents étaient des survivants, que les grands-parents ou les oncles et tantes étaient des victimes de la Shoah. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de transmission, et c'est à ce moment-là qu'on peut évoquer le fait, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se transmet dans une famille juive, c'est l'identité juive. On est d'accord. C'est le fait d'être descendant de telle lignée. Et même, au bout du compte, ce qui se transmet, c'est qu'on est tous, en tant que juifs, descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Or, voilà des descendants de survivants, des petits-enfants de survivants, qui, eux, comment dire, à la fois se réfèrent au fait qu'ils sont descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, etc., mais en même temps, qui sont surtout, pris par l'angoisse et la peur. Et c'est cet élément-là qu'il faut comprendre et qu'il faut, soigner. Alors, je dois vous dire que depuis quelque temps, en France, à la suite des événements, des attentats, et surtout à partir de l'attentat de Toulouse, où des enfants juifs ont été tués à bout portant, et où l'intention était ouvertement de tuer des juifs et des enfants, et surtout les enfants, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que Bensoussan disait, dit dans ses textes, Georges Bensoussan, un génocide, c'est pas les enfants aussi, c'est surtout les enfants, parce qu'un génocide, c'est tuer l'identité juive. Donc, les enfants sont porteurs de l'identité. Vous vous souvenez que Hitler disait qu'il fallait tuer les enfants parce que sinon ils allaient se venger de ce qu'on avait fait à leurs parents. Eh bien, je dois dire que j'ai envie de dire que ce que nous constatons aujourd'hui, les troubles que nous constatons chez certains descendants de survivants de la Shoah, mais aussi chez des enfants, des jeunes, des familles séfarades, ce que nous constatons, c'est une reviviscence des angoisses. Et au fond, ça me paraît logique par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un qui présente un enfant juif, un enfant juif aujourd'hui qui présente des troubles, des craintes, des peurs, où il voit là, des cauchemars et des visions d'agressions, de tueries et de camps de concentration, au fond, il répond à une menace réelle qui s'est produite, qui peut se produire encore, puisqu'il y a un groupe politique qui a l'intention d'éliminer les Juifs pour fonder son État, enfin, en tout cas fonder son islam radical. Et là, c'est très très proche de la théorie et de l'intention et de l'ambition des nazis. Et donc, on comprend que là,
à la fois, peut-être je vous fais une réponse, comment on dit, comment on dit, une réponse de, je ne sais plus, enfin bref, à la fois c'est un héritage de la Shoah, comment dire, on dit voilà, on continue à être les victimes de l'intention génocidaire des nazis, et en même temps, il y a une nouvelle intention, il y a un nouveau groupe qui reprend le même type d'intention, et donc effectivement, il y a de quoi se poser les questions, est-ce qu'on est protégé, est-ce qu'on ne va pas, comment se reconstituer, comment récupérer des forces. L'autre question, c'était sur les justes. Alors là, je dois vous avouer que je ne suis pas compétente pour vous répondre parce que ce que je sais sur les justes, sur la transmission du statut de juste en quelque sorte, je connais quelques exemples. Évidemment, je fais parler tous ces enfants cachés qui se battent pour faire reconnaître le statut de juste aux familles et aux descendants du coup de ceux qui, aux familles de ceux qui les ont cachés, qui les ont sauvés pendant la guerre. Et je sais qu'à chaque fois, c'est un combat au niveau administratif, mais c'est aussi une espèce de lutte par rapport comment dire, faut convaincre les familles que voilà, qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et on trouve tout le temps, on trouve toujours quelqu'un qui au départ n'est pas très convaincu, mais quand les cérémonies ont lieu, il y a une réappropriation, il y a une fierté, il y a un bonheur d'avoir participé à un événement qui était un événement, finalement, à une action, je veux dire, une action de résistance assez remarquable, parce que finalement, au regard du grand malheur qui s'est passé pour les Juifs en France, le nombre de gens qui ont pris des risques et qui se sont occupés des Juifs sans contrepartie n'était pas si grand que ça. Et donc les descendants, il y a toujours les familles, finalement, quand on voit les cérémonies, au moment des cérémonies où les familles des Justes, ou les descendants des Justes qu'on emmène en Israël en voyage, Nicole Gage organise ce type d'événements, c'est des grands moments de retrouvailles. Mais bon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci beaucoup Nathalie. Marie-Sara, est-ce que tu as des questions de ton côté? Oui, merci beaucoup à toutes les deux. J'ai une... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend. Pardon. Super. J'ai une question qui va peut-être vous faire sourire, Nathalie, qui fera peut-être sourire d'autres internautes. Tout simplement, comment être juif après la Shoah? Parce qu'on a parlé notamment de cette histoire incroyable de Saul Friedlander, je ne m'en suis pas encore remise. Et c'est vrai, alors vous avez parlé de, on nous dit qu'il faut arrêter de, puis de revenir à. Alors comment on fait après tout ça pour redevenir juif ou pour être juif? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Enfin, je vais dire, on pourrait passer, on va faire plein d'émissions ensemble. Écoutez, moi, je vais vous raconter les situations qu'on voit. Bon, c'est très compliqué d'être juif après la Shoah parce que le monde juif auquel on a appartenu a disparu. Ça, de ce point de vue, les nazis ont réussi. C'est-à-dire le Yiddishkeit, ce qu'on appelle les juiveries, les communautés juives dont nous sommes tous issus en tant que juifs d'Europe, eh ben, elles ont toutes disparu. Enfin, je vous dirais en passant que les communautés juives ont toutes disparu. Les communautés juives séfarades ont toutes disparu. Pas de la même manière, mais au XXIe siècle, il n'y a plus de juifs de Syrie, il n'y a plus de juifs du Liban, il n'y a plus de juifs du Maroc, il n'y a plus de juifs de Tunisie. Enfin bref, on a tous disparu en tant que communauté. Enfin, nos communautés ont tous disparu, ont toutes disparu. La question, c'est comment on est juif après. Alors, pour vous répondre plus précisément par rapport à la Shoah, je vais revenir sur les histoires d'enfants cachés. C'est-à-dire, on a vu que des enfants cachés survivants, donc il y a eu 11 000 enfants, sur les 60 000 à peu près, il y a eu 11 000 enfants, ou 70 000 enfants qui avaient avant la guerre, il y en a eu 11 000 qui ont été déportés, qui sont morts en déportation, donc il y a 60 000 enfants au lendemain de la guerre qui ont tous été cachés quant à leur judaïté et qui doivent, la plupart d'entre eux récupèrent leur nom. Voilà. Ils récupèrent leur nom, ils récupèrent un semblant de famille. Quand ils n'ont pas de famille, ils vont en foyer, en général des foyers juifs. Donc, la question, c'est est-ce qu'ils redeviennent juifs? Comment ils redeviennent juifs? C'est une vraie question. J'ai envie de dire qu'il y a deux façons de réagir. De ce qu'on a vu
depuis 30 ans, au fur et à mesure des témoignages, des consultations que nous avons avec les anciens enfants cachés et leurs enfants. Il y a deux façons de réagir et d'ailleurs, ça bouge. Ça dépend des moments dans l'existence. La première façon, c'est les enfants juifs récupèrent leur identité juive, l'assument, mais elle est vide. Enfin, elle est vide de contenu, parce qu'ils ont appris à être, comme je disais, moi, je connais plein d'enfants cachés, d'anciens enfants cachés, qui parlent le berrichon, qui savent fabriquer du beurre en motte, qui sont devenus des paysans français et des gosses qui fonctionnaient bien à l'école, hein, mais qui n'ont rien appris de comment on est juif. Ils ont appris comment on est catholique. Bon, au lendemain de la guerre, donc, ils récupèrent quand même leur identité juive, ok, mais ils n'ont rien de juif. Ils n'ont pas les contenus. Et puis, on en a d'autres, mais c'est une minorité. Enfin, je pense, en tout cas dans notre clientèle, dans les patients que nous voyons, qui continuent à se cacher. C'est-à-dire qu'ils ont été, capturés par la terreur et qui ne les a jamais quittés. Et donc, ils continuent à se cacher et on ne sait pas combien. Nous, on en voit réapparaître régulièrement qui disent « j'en peux plus ». Ou les enfants arrivent en disant « en fait, ma mère et mon père sont juifs, mais ils ne veulent pas le dire. Ils nous ont élevés dans du rien. » Et ces gens-là, peut-être certains, à un moment donné, redeviennent juifs ou non. Et au fond, ils sont très intéressants parce qu'ils nous indiquent quand même qu'on ne peut pas être juif tout seul. On ne peut pas être juif en soi. On est juif quelque part, avec d'autres qui sont nos proches, et avec des façons d'être juif. Il y a des minhagim, il y a une façon d'être juif polonais, il y a une façon d'être juif roumain, il y a une façon d'être juif marocain. Il n'y a pas de juif comme ça. Donc, au lendemain de la Shoah, les communautés ont disparu, et donc c'est très compliqué. En fait, nous avons, un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Nous devons la construire ensemble. Ça fait pas longtemps, la Shoah. Au regard de l'histoire des Juifs et des communautés juives, ça fait pas longtemps. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, quand on réfléchit à cette question, au début des recherches, et on continue maintenant, on a beaucoup évoqué les marans, on a beaucoup évoqué l'Inquisition, parce qu'on s'est dit, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que les Juifs d'Espagne et du Portugal, qui étaient des communautés super installées du jour au lendemain, pratiquement. Bref, il faut s'arrêter, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont émigré, ils sont partis en Hollande, en Italie, en Grèce, en Turquie, etc. Bon, là, ce n'est pas le cas. Où sont partis les Juifs survivants? Où se sont-ils installés? Évidemment, une grande partie, il y a eu Israël, ça a changé la donne, c'est une nouvelle proposition. Où être juif aujourd'hui? Il y en a qui disent qu'on peut recréer un collectif juif, une identité juive en Amérique, au Canada, en Australie. Il y en a qui vont en Chine. Au fond, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas répondre à cette question, mais je sais que c'est la question. C'est la question, et au fond, si je pouvais être voyante, j'aimerais beaucoup voir que, voilà, j'aimerais beaucoup, Marie-Sarah, vous répondre. Je vois que dans 300 ans, les Juifs, ça sera ça, ils sont là, ils sont comme ça, ils font tel rituel, ça. Il va se passer, ça va avoir lieu. Bon, on ne sera pas là pour le voir, mais ça va se passer. Bien, on verra ça dans 300 ans. On fera une conversation et on verra si vous aviez raison, Nathalie. Mais écoutez, si on a des guilgoules, on se donne rendez-vous. Et puis... Ok, parfait. Merci beaucoup, Nathalie Zaj et Stéphanie Dassa pour cet échange passionnant, riche. On aimerait qu'il continue. Vraiment, c'est toujours un peu frustrant, les conversations. 30 minutes, c'est pas assez, mais ça donne des pistes de réflexion. J'invite les internautes, bien sûr, à lire les ouvrages de Nathalie. Et puis, le replay sera disponible tout de suite après la fin de cet échange. Merci encore à toutes les deux et merci à tous les internautes de nous avoir suivis. On se retrouvera en septembre pour une prochaine conversation. Très bon été à tous et bonne soirée. Merci à vous. Merci Nathalie Zaj. Merci Stéphanie. Merci Robert.